Vous ne pouvez pas entrer ici, madame. Il s'agit d'une aile réservée de l'hôpital naval. Le gardien de sécurité bloqua le passage de Sarah vers l'unité de soins intensifs. Je suis le capitaine Mitchell, des gardes-côtes. Je dois voir la victime secourue. Désolé, madame. Seule la famille proche est autorisée à voir le commandant Reynolds. Sarah regarda à travers la vitre l'homme inconscient qu'elle avait risqué sa vie pour sauver. Je comprends. Je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. Elle se retourna pour partir, sans connaître son nom ni savoir qui la cherchait. 4 ans plus tard, ce même homme l'appellerait pour l'inviter à dîner, ce qui allait tout changer. Le réveil sonna à 5h30, mais le capitaine Sarah Mitchell était déjà réveillée. À 32 ans, elle avait appris que l'océan ne dormait jamais, et elle non plus. « Bonjour, capitaine », lança le premier maître Diego Santos lorsque Sarah entra dans la station des gardes-côtes de Seattle. Le café était déjà prêt, épais et noir, exactement comme elle l'aimait. « Comment est la météo, Santos ?» demanda Sarah en enfilant sa veste. « Pas bonne, madame. Un système dépressionnaire arrive de l'ouest. Les vents atteignent environ 65 km/h et cela ne va faire qu'empirer. » Sarah acquiesça. 10 ans de service lui avaient appris à respecter l'océan Pacifique. Elle avait rejoint les gardes-côtes à 22 ans, tout juste sortie de l'université, et s'était rapidement forgé une réputation comme l'une des meilleures nageuses sauveteuses de la côte ouest. « Rassemblez l'équipe pour un briefing dans 10 minutes », ordonna-t-elle. La station bourdonnait d'activités matinales. Sarah traversa la salle des équipements, vérifiant le matériel de plongée, les bateaux de sauvetage et les systèmes de communication. Tout devait être parfait. Là-bas, un équipement parfait pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le quartier-maître Lisa Chen s'approcha avec un bloc-notes. « Capitaine, nous avons 3 bateaux qui demandent à revenir au port. La tempête avance plus vite que prévu. Accordez toutes les demandes. Je ne veux personne dehors aujourd'hui, sauf en cas d'urgence. » Sarah sortit et regarda le ciel gris. Des nuages sombres s'amassaient à l'horizon et le vent faisait déjà claquer violemment les drapeaux. Son instinct lui disait que la journée allait être mauvaise. « Capitaine Mitchell, veuillez vous rendre à la salle radio », annonça l'interphone. Dans la salle radio, le bulletin météo confirma ses craintes. Les vents devraient atteindre 110 km/h cet après-midi. La hauteur des vagues pourrait atteindre 7,5 mètres. Tout le trafic maritime civil est suspendu. Sarah réunit son équipe dans la salle de briefing. Santos, Chen et 4 autres sauveteurs expérimentés s'assirent autour de la table. « Mes amis, nous sommes confrontés à un système dépressionnaire majeur. Je veux que tout le matériel soit vérifié 2 fois. Si nous recevons un appel aujourd'hui, ce sera grave. »« À quel point ?» demanda Chen. Sarah regarda chaque visage autour de la table. Ces personnes lui confiaient leur vie, et elle ne prenait jamais cette responsabilité à la légère. Le genre de situation où les gens ne rentrent pas chez eux si nous commettons des erreurs. Dehors, les premières gouttes de pluie commençaient à frapper les fenêtres. La tempête approchait, et Sarah ne se doutait pas que dans quelques heures, elle prendrait une décision qui changerait sa vie à jamais. À midi, la tempête avait atteint sa pleine puissance. Sarah se tenait dans le centre de commandement, regardant les bulletins météo se mettre à jour toutes les quelques minutes. Les chiffres ne cessaient de s'aggraver. « Capitaine, nous venons d'avoir des nouvelles de la marine », rapporta Santos. « Ils ramènent tous les navires au port, sauf ceux qui effectuent des opérations essentielles. » Sarah prit la radio. « Ici la station de la garde côtière de Seattle à toutes les unités. Conditions actuelles, vent de 105 km/h, vague de 6,7 mètres et en augmentation. Toutes les opérations non urgentes sont suspendues. » La radio crépita en retour avec les confirmations des bateaux de pêche, des cargos et des bateaux de plaisance qui se mettaient tous à l'abri. Mais une voix se démarqua. « Station de la garde côtière de Seattle, ici l'USS Thunderbolt. Ici le commandant Marcus Reynolds. » Sarah avait déjà entendu ce nom. Reynolds était connu dans toute la flotte du Pacifique comme l'un des meilleurs commandants de destroyers. À 34 ans, il avait 12 ans d'expérience dans la marine et la réputation de ne jamais reculer devant un défi. « USS Thunderbolt, ici le capitaine Mitchell. Quel est votre statut ? Nous menons des exercices d'entraînement à la tempête à environ 40 miles au nord-ouest de votre position. Mon équipage doit savoir comment manœuvrer un navire dans ces conditions. » Sarah fronça les sourcils. L'entraînement était important, mais cette tempête était dangereuse. « Commandant, je vous recommande de retourner à la base. Les conditions empirent d'heure en heure. »« Compris, capitaine. Mais la marine ne choisit pas quand les tempêtes frappent en temps de guerre. Nous ferons attention. »
Sarah respectait son dévouement, mais quelque chose la tracassait. Elle avait vu trop de bons marins se faire surprendre par la puissance du Pacifique. Tenez-nous au courant de votre position, Thunderbolt. Nous vous surveillons. Bien, garde-côte. Thunderbolt, terminé. Sarah se tourna vers Shen. Tenez-moi informé en continu de l'évolution de la météo. Et continuez à suivre la position de ce destroyer. L'après-midi apporta des nouvelles encore plus mauvaises. La vitesse du vent atteignait 110 km/h. La pluie tombait si fort qu'il était difficile de voir à travers le parking de la station. Capitaine, appela Shen, je perds le contact radio avec plusieurs navires. La tempête perturbe les communications. Sarah se dirigea vers l'ordinateur de la station météorologique. Les images satellites montraient une énorme spirale de nuages couvrant des centaines de kilomètres. Cela devenait l'une des pires tempêtes hivernales depuis des années. Santos, préparez l'hélicoptère de sauvetage. Si quelqu'un se retrouve en difficulté, nous devons être prêts à décoller immédiatement. Dans ces conditions, capitaine, les pilotes ne verront rien. Alors espérons que personne n'aura besoin de nous aujourd'hui. Mais même en prononçant ces mots, Sarah savait que cet espoir était probablement vain. Les tempêtes comme celle-ci entraînaient toujours des situations d'urgence. Ce n'était qu'une question de temps. À 14h30, les lumières de la station clignotèrent. Les générateurs de secours se mirent automatiquement en marche. Capitaine, nous venons de perdre le contact avec l'USS Thunderbolt, annonça Shen. Leur dernière position était à 38 miles au nord-ouest, mais c'était il y a 20 minutes. Sarah sentit son estomac se nouer. La perte du contact radio pouvait signifier n'importe quoi. Une panne d'équipement, des interférences atmosphériques ou quelque chose de bien pire. Continuez à essayer de les joindre toutes les 5 minutes, ordonna-t-elle. La tempête continuait de se renforcer à l'extérieur. Sarah avait déjà vécu de nombreuses situations d'urgence, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Le temps était trop violent, trop imprévisible. À 14h45, des parasites envahirent la fréquence d'urgence. Puis, à travers le bruit, une voix retentit qui allait tout changer. Mayday, Mayday, Mayday. Ici l'USS Thunderbolt. Nous avons subi des dommages catastrophiques. Nous prenons l'eau et avons de nombreuses victimes. Nous demandons une assistance immédiate. Sarah saisit le micro de la radio. Sa formation prit le dessus, mais son cœur battait à tout rompre. USS Thunderbolt, ici la station de la garde côtière de Seattle. Quelle est votre position et votre situation actuelle? La réponse était entrecoupée et remplie de parasites, mais les mots étaient suffisamment clairs. Explosion dans la salle des machines. Brèche dans la coque. Le navire coule rapidement. USS Thunderbolt. Répétez votre état. Cria Sarah dans la radio, mais seuls des parasites lui répondirent. Santos courut vers le tableau d'urgence et commença à marquer la dernière position connue du destroyer sur la carte. 38 miles au nord-ouest, capitaine. Avec ces vagues, il nous faudra au moins 40 minutes pour les atteindre. Sarah passa rapidement en revue les options possibles. 40 minutes, c'était peut-être trop long si le navire était vraiment en train de couler. Mais envoyer son équipe dans cette tempête revenait à leur demander de risquer leur vie. La radio grésilla à nouveau. Cette fois, la voix était différente, plus jeune et pleine de panique. Garde-côte, ici le matelot Rodriguez à bord de l'USS Thunderbolt. Nous avons besoin d'aide. La salle des machines est inondée et nous ne pouvons pas arrêter l'eau. Rodriguez, ici le capitaine Mitchell. Où est le commandant Reynolds? Il est coincé sur le pont, madame. Il y a eu une explosion et une partie du plafond lui est tombée dessus. Nous ne pouvons pas le sortir de là. Sarah ferma les yeux pendant une seconde. Elle n'avait jamais rencontré Reynolds en personne, mais elle connaissait sa réputation. C'était le genre d'officier qui n'abandonnerait jamais son navire ou ses hommes. Rodriguez, combien y a-t-il de membres d'équipage à bord? 43, madame. Mais certains sont gravement blessés. Shen attrapa le bras de Sarah. Capitaine, je reçois des rapports d'autres vaisseaux dans la zone. La tempête est si violente que personne d'autre ne peut les atteindre à temps. Sarah regarda son équipe. Santos enfilait déjà son équipement de secours. Shen préparait le matériel de sauvetage. Ces gens faisaient entièrement confiance à son jugement. Rodriguez, nous venons vous chercher. Pouvez-vous me donner plus de détails sur l'état du commandant Reynolds? Il est conscient, mais il saigne à la tête. Sa jambe est coincée sous un morceau de métal. Nous avons essayé de le déplacer, mais c'est trop lourd. La radio se tut à nouveau. Sarah tenta plusieurs fois de rétablir le contact, mais sans succès. Capitaine,
dit Santos à voix basse, si ce navire est vraiment en train de couler dans ces conditions, ce sauvetage va être pratiquement impossible. Sarah avait été formée pour faire face à ce genre de situation. Tous les officiers de la garde côtière savaient qu'ils devaient parfois risquer leur vie pour sauver celle des autres. Mais là, c'était différent. Cette tempête était pire que toutes celles qu'elle avait connues auparavant. Appelez le lieutenant Morrison. Dites-lui de préparer l'hélicoptère pour un décollage immédiat. Capitaine, Morrison a déjà dit que les vents étaient trop forts. Il arrive à peine à maintenir l'hélicoptère au sol. Alors dites-lui qu'il ferait mieux de trouver un moyen de le maintenir en l'air. Sarah se dirigea vers la fenêtre et regarda la tempête. La pluie tombait à l'horizontale et elle pouvait voir des débris voler dans les airs. Les arbres se pliaient presque jusqu'au sol. Le téléphone d'urgence sonna. Shane répondit, puis couvrit le combiné. « Capitaine, c'est l'amiral Harrison. Il veut vous parler. » Sarah prit le téléphone, sachant ce qui allait suivre. L'amiral Harrison était son supérieur et un homme qui n'aimait pas les risques inutiles. « Capitaine Mitchell, je crois comprendre que vous envisagez une mission de sauvetage dans ces conditions. »« Oui, monsieur. L'USS Thunderbolt est en train de couler avec 43 personnes à bord. »« Capitaine, j'ai consulté les bulletins météo. Cette mission serait suicidaire. Vous perdriez toute votre équipe et les personnes que vous essayez de sauver. » Sarah sentit sa mâchoire se crisper. « Monsieur, nous avons prêté serment de sauver des vies en mer. Ces marins ont besoin de nous. Je vous ordonne d'attendre que les conditions s'améliorent. C'est définitif. » La ligne fut coupée. Sarah resta debout, le téléphone à la main, sachant que l'attente pourrait signifier la mort de 43 personnes. Santos s'approcha d'elle. « Capitaine, quels sont vos ordres ?» Sarah le regarda, puis Shane, puis le reste de son équipe. Ils la regardaient tous, attendant sa décision. Elle avait un choix à faire, et elle savait que sa décision allait définir le reste de sa carrière, et peut-être même le reste de sa vie. Sarah posa le téléphone et regarda son équipe. Santos vérifiait son équipement de plongée. Shane préparait les fournitures médicales. Ils attendaient ses ordres, mais elle savait ce que l'amiral Harrison avait ordonné. « Capitaine ?» demanda Santos à voix basse. Sarah retourna à la radio et tenta une nouvelle fois de contacter l'USS Thunderbolt. Des parasites remplirent la pièce pendant 30 secondes. Puis, une voix faible se fit entendre. « Garde côtière. Ici Reynolds. Le navire coule rapidement. Le pont est inondé. Je ne tiendrai pas plus longtemps. » La transmission fut coupée. Sarah fixa la radio, sachant que le commandant Reynolds n'avait plus beaucoup de temps. « Capitaine Mitchell, dit Shane, si nous voulons le faire, nous devons partir maintenant. Chaque minute qui passe rend le sauvetage plus difficile. » Sarah repensa à l'ordre de l'amiral Harrison. Elle pensa à sa carrière, à la sécurité de son équipe et aux 43 personnes qui mouraient sur ce destroyer. Santos, combien de temps un homme peut-il survivre dans une eau aussi froide? Peut-être 20 minutes, capitaine. S'il a de la chance. Sarah prit sa décision. Préparez l'hélicoptère. Nous décollons immédiatement. Mais capitaine, dit Shane, l'amiral Harrison nous a ordonné d'attendre. Alors je suppose que je désobéis à un ordre direct. Sarah commença à enfiler sa combinaison de sauvetage. Ceux qui veulent rester peuvent le faire. Je n'ordonnerai à personne de m'accompagner. Santos était déjà entièrement équipé. Où vous allez, capitaine, j'y vais. Shane acquiesça. Moi aussi, madame. Le lieutenant Jake Morrison, le pilote de l'hélicoptère, entra dans la pièce. Capitaine, j'ai entendu parler de la mission. Les conditions météorologiques dépassent tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Pouvez-vous nous y emmener, Morrison? Morrison regarda la tempête, puis Sarah. Je peux essayer. Mais je ne peux pas promettre que nous reviendrons tous. Ces marins ne reviendront pas si nous n'essayons pas. Sarah attrapa son équipement de plongée, bouteilles, détendeurs, masques, palmes et outils de coupe. Si Reynolds était coincé sous des débris métalliques, elle aurait besoin de cisailles hydrauliques pour le libérer. Santos, préparez le système de communication sous-marine. Si je dois descendre dans ce navire, je dois pouvoir communiquer avec vous. Quelle est la profondeur de l'eau à l'endroit où ils ont coulé? Demanda Shane. Santos consulta les cartes. 45 pieds. Assez profonde pour écraser complètement le navire lorsqu'il touche le fond. Sarah attacha sa ceinture d'équipement, vérifiant chaque outil 2 fois. Torche de coupe sous-marine, réserve d'air d'urgence, trousse médicale et dispositif de flottaison. Tout devait fonctionner parfaitement dès le premier essai. Le moteur de l'hélicoptère démarra à l'extérieur.
Même à travers les murs de la station, il pouvait l'entendre lutter contre le vent. « Capitaine, dit Santos, que se passera-t-il si l'amiral Harrison découvre que nous avons décollé sans autorisation ?» Sarah le regarda sérieusement. « Alors j'en assumerai les conséquences. Mais je ne laisserai pas ces hommes mourir parce que j'avais trop peur d'essayer. » Ils traversèrent la station en courant jusqu'à l'héliport. Le vent frappa Sarah comme un coup physique, la renversant presque. La pluie lui piquait le visage et l'empêchait de voir. Morrison avait préparé l'hélicoptère, les rotors tournant à pleine vitesse. Il dut crier pour couvrir le bruit du moteur. « Capitaine, une fois que nous serons là-bas, je ne pourrai peut-être pas maintenir notre position au-dessus du navire. Le vent est trop fort. Faites de votre mieux, Morrison. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Sarah monta dans l'hélicoptère avec Santos et Chen. À travers la fenêtre, elle pouvait voir les autres membres de la garde côtière les regarder partir. Certains avaient l'air inquiets. D'autres avaient l'air fiers. Lorsque l'hélicoptère décolla, Sarah sentit son estomac se nouer. Non pas à cause du vol, mais parce qu'elle venait de prendre une décision qui allait soit sauver des vies, soit mettre fin à des carrières. La radio de son casque grésilla. C'était l'amiral Harrison. « Capitaine Mitchell, retournez immédiatement à la base. C'est un ordre direct. » Sarah regarda Santos et Chen. Ils la regardaient tous les deux, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Elle tendit la main et éteignit la radio. L'hélicoptère luttait contre des vents de 110 km/h, tandis que Sarah vérifiait une dernière fois son équipement. Elle avait 3 bouteilles d'air, 2 principales et une de secours. Dans une eau aussi froide et profonde, elle aurait besoin de chaque minute d'air disponible. « Santos, testez le système de communication sous-marin », cria-t-elle pour couvrir le bruit du moteur. Santos mit son casque et parla dans le micro. « Vous m'entendez, capitaine ?» Le masque de plongée de Sarah était équipé d'un haut-parleur intégré. La voix de Santos était claire. « Parfait. Chen, quelle est notre situation médicale ?» Chen ouvrit la trousse médicale d'urgence. « J'ai des traitements contre l'hypothermie, du matériel pour les traumatismes et de l'oxygène d'urgence. Si le commandant Reynolds est gravement blessé, nous devrons le stabiliser avant de pouvoir le déplacer. » Sarah étudia les plans du navire étalés sur ses genoux. L'USS Thunderbolt mesurait 150 mètres de long et comptait plusieurs ponts. Si le navire était en train de couler, Reynolds pouvait être coincé n'importe où entre 3 mètres et 14 mètres sous l'eau. « Morrison, combien de temps pouvez-vous me donner au-dessus de la cible ?» La voix de Morrison grésilla dans l'interphone. « Dans ces conditions, peut-être 30 minutes avant que je doive me retirer. Le vent se renforce de minute en minute. » Sarah fit le calcul dans sa tête. 30 minutes pour localiser le navire, trouver Reynolds, le libérer de ceux qui le retenaient prisonnier et le ramener à la surface. Ce n'était pas suffisant, mais c'était tout ce dont il disposait. « Capitaine, dit Santos, je capte un faible signal radio. Quelqu'un continue d'émettre depuis le Thunderbolt. » Sarah saisit le combiné radio. « USS Thunderbolt, ici l'équipe de sauvetage des gardes-côtes. Vous m'entendez ?» Une voix faible se fit entendre à travers les parasites. « Garde-côte, ici le matelot Rodriguez. Le navire est presque entièrement submergé. Le commandant Reynolds est toujours coincé sur le pont. Rodriguez, combien d'air reste-t-il à Reynolds? Le pont est inondé, madame. Il respire grâce à une poche d'air de secours, mais elle rétrécit. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. Une poche d'air ne tiendrait pas longtemps dans un compartiment inondé. Combien d'autres membres d'équipage sont encore à bord? Il n'y a que moi et le commandant, madame. Tous les autres ont pris place dans les canaux de sauvetage avant que le navire ne s'enfonce trop profondément. C'était une bonne nouvelle. Au lieu de 43 personnes, Sarah n'avait plus qu'à se soucier de sauver 2 personnes. Mais cela signifiait également que Reynolds était resté à bord pour s'assurer que tous les autres s'échappent en toute sécurité. « Rodriguez, pouvez-vous atteindre le commandant Reynolds? »« Non, madame. Il y a trop de métal tordu qui bloque le passage. J'ai essayé pendant 1 heure, mais je ne peux pas l'atteindre. » Sarah regarda son équipement de découpe. Elle avait des cisailles hydrauliques, un chalumeau sous-marin et des leviers. Si Rodriguez ne pouvait pas traverser les débris, elle devrait se frayer un chemin à la découpe. « Santos, préparez les outils de découpe. Assurez-vous que le système hydraulique est à pleine pression. »« C'est déjà fait, capitaine. Mais dans une eau aussi froide, le système hydraulique risque de ne pas fonctionner aussi bien que d'habitude. » Sarah le savait. L'eau froide rendait tout plus difficile. L'équipement fonctionnait moins bien, son corps bougeait plus lentement et son air durerait moins longtemps.
Elle avait peut-être 25 minutes sous l'eau avant que l'hypothermie ne devienne dangereuse. Chen, une fois que j'aurai remonté Reynolds, vous devrez le soigner immédiatement. Traumatisme crânien, hémorragie interne possible et hypothermie sévère. Je suis prêt, capitaine. La voix de Morrison retentit dans l'interphone. Capitaine, je vois le navire. Le mât principal est encore au-dessus de l'eau, mais de justesse. Sarah regarda par la fenêtre de l'hélicoptère. En dessous d'eux, elle pouvait voir la pointe du mât du destroyer dépasser d'environ 1,50 m au-dessus des vagues. Le reste du navire de 150 mètres était complètement immergé. « C'est notre cible », dit Sarah. « Morrison, approchez-vous autant que possible de ce mât. »« Bien reçu, capitaine. Mais les vagues font 8 mètres de haut. Ça va être difficile. » Sarah mit son masque de plongée et vérifia une dernière fois son détendeur. Tout devait fonctionner parfaitement. Une seule défaillance de l'équipement à cette profondeur signifierait la mort pour elle et Reynolds. Santos, une fois que je serai en bas, coordonnez-vous avec Morrison. Si quelque chose ne va pas, partez immédiatement. Capitaine, nous ne partirons pas sans vous. C'est un ordre, Santos. Ces gens ont des familles qui les attendent chez eux. Sarah se dirigea vers la porte de l'hélicoptère et regarda l'océan déchaîné en contrebas. Quelque part sous ces vagues, le commandant Reynolds était à court d'air et à court de temps. Morrison luttait pour maintenir l'hélicoptère en position alors que des vagues de 7 mètres s'écrasaient autour du mât du destroyer. Le vent poussait l'appareil d'avant en arrière comme un jouet. « Capitaine, je ne peux pas maintenir cette position plus longtemps », cria Morrison. « Le vent est trop fort. » Sarah se tenait à la porte de l'hélicoptère, prête à sauter. Sous ses pieds, le mât de l'USS Thunderbolt montait et descendait au rythme des vagues. Elle allait devoir synchroniser son saut à la perfection. « Santos, démarrez le chronomètre quand je toucherai l'eau. J'ai 25 minutes d'air maximum. »« Compris, capitaine. » Sarah jeta un dernier coup d'œil à son équipement. Les bouteilles d'air étaient bien fixées, les outils coupants attachés à sa ceinture, les fournitures médicales d'urgence dans un sac étanche. Tout était prêt. Morrison, à mon compte. 3, 2, 1, partez. Sarah sauta de l'hélicoptère dans l'océan Pacifique glacial. L'eau la frappa comme un mur de glace, même à travers sa combinaison épaisse. Elle nagea rapidement jusqu'au mât et s'y agrippa pour se repérer. « Santos, vous m'entendez » demanda-t-elle dans le micro de son masque de plongée. « Je vous entends parfaitement, capitaine. Vous avez 24 minutes et 30 secondes. » Sarah prit une profonde inspiration et plongea sous l'eau. La visibilité était très mauvaise, seulement 1 mètre dans toutes les directions à cause des débris flottants dans l'eau. Elle suivit le mât jusqu'au pont principal du destroyer. Le navire reposait à la verticale sur le fond de l'océan, à 14 mètres sous la surface. Sarah nagea le long du pont, à la recherche de l'entrée du pont de commandement. Des morceaux de métal provenant de l'explosion étaient éparpillés partout. « Rodriguez, vous m'entendez » appela Sarah à travers son système de communication sous-marin. « Oui, madame. Je suis à l'arrière du navire. Le commandant se trouve à environ 15 mètres devant moi. » Sarah nagea vers l'avant du navire. Le pont devait se trouver près de la proue, mais les dégâts causés par l'explosion avaient tout changé. Les murs étaient tordus, les portes bloquées et des débris recouvraient la majeure partie du pont. « Santos, je suis au niveau du pont. Je cherche une entrée qui ne soit pas bloquée. Il reste 22 minutes, capitaine. » Sarah trouva un trou dans le côté du pont qui avait été déchiré par l'explosion. Il était juste assez grand pour qu'elle puisse passer à travers. Elle se faufila à l'intérieur et sentit immédiatement le courant d'eau qui continuait à s'engouffrer dans le compartiment. Le pont était complètement inondé, mais Sarah pouvait voir une bulle d'air piégée près du plafond. Si Reynolds était encore en vie, c'est là qu'il se trouvait. « Commandant Reynolds. Vous m'entendez » cria Sarah. Une voix faible répondit depuis la poche d'air. « Qui est là » ? Les secours de la garde côtière. « Commandant, je suis le capitaine Sarah Mitchell. Je suis ici pour vous sortir de là. » Capitaine Mitchell, le niveau de l'eau monte. Cette poche d'air ne tiendra pas longtemps. Sarah nagea vers la voie. Elle pouvait maintenant voir Reynolds. Sa tête et ses épaules étaient dans la bulle d'air, mais le bas de son corps était sous l'eau. Un gros morceau du plafond du pont était tombé sur ses jambes. « Commandant, je vais vous libérer. Cela pourrait prendre quelques minutes. » Sarah sortit ses cisailles hydrauliques. La poutre métallique qui recouvrait les jambes de Reynolds était en acier épais, mais les cisailles étaient conçues précisément pour ce type de sauvetage. « Santos, je l'ai trouvé. Il est coincé sous les débris. Je commence les opérations de découpe. Il reste 19 minutes, capitaine. »
Sarah positionna les cisailles sur la poutre métallique et les activa. Le système hydraulique fonctionnait, mais lentement à cause de l'eau froide. Elle effectua la première coupe, puis se déplaça vers une autre position pour la deuxième. « Commandant, êtes-vous gravement blessé ?» La voix de Reynolds s'affaiblissait. « Blessure à la tête, quelques saignements. Mes jambes sont engourdies. Je ne sens plus rien en dessous de la taille. » Sarah savait que cela pouvait signifier une blessure à la colonne vertébrale ou simplement une perte de circulation due au fait d'être coincée. Dans tous les cas, elle devait le sortir rapidement. La deuxième coupe était terminée. Sarah retira la poutre métallique des jambes de Reynolds et vit immédiatement du sang dans l'eau. « Santos, j'ai besoin que Shane prépare le matériel de traumatologie. » Reynolds saigne abondamment. « Compris, capitaine. » Il reste 15 minutes d'air. Sarah attrapa Reynolds sous les bras. « Commandant, je vais vous ramener à la surface. N'essayez pas de m'aider, laissez-moi faire le travail. » Elle activa son dispositif de flottaison d'urgence et commença à remonter avec Reynolds. Son poids rendait l'ascension lente et difficile. À une profondeur de 9 mètres, Sarah dut s'arrêter. Remonter quelqu'un trop rapidement depuis 14 mètres pouvait provoquer la formation de bulles d'air dangereuses dans le sang. « Santos, nous remontons. Préparez Morrison pour une évacuation médicale immédiate. » « Capitaine, il vous reste 12 minutes d'air. De combien de temps avez-vous besoin ?» Sarah leva les yeux vers la surface, encore à 6 mètres. Puis elle regarda Reynolds, qui était à peine conscient. « Je ne sais pas si j'ai assez d'air pour y arriver. » Sarah nagea vers la surface avec Reynolds, mais elle sentait que sa réserve d'air diminuait. Le manomètre de sa bouteille indiquait qu'il lui restait 8 minutes. « Santos, j'ai besoin que vous me lanciez la bouteille d'air de secours quand j'atteindrai la surface. » Prêt à la déployer, capitaine. À 5 mètres de la surface, Sarah dut faire un autre arrêt de décompression. Reynolds était désormais inconscient, mais elle pouvait sentir son pouls lorsqu'elle vérifia son pouls. Il était toujours en vie. « Commandant, restez avec moi. Nous y sommes presque. » Le corps de Sarah s'engourdissait à cause de l'eau froide. Même avec sa combinaison, 20 minutes dans un océan presque gelé étaient dangereuses. Ses mains commençaient à trembler, ce qui rendait plus difficile de tenir Reynolds. « Santos, il ne reste plus que 5 minutes d'air. » En attente de la bouteille de secours. Sarah nagea vigoureusement vers la surface. Les vagues étaient toujours énormes, et lorsqu'elle sortit la tête de l'eau, une vague de 6 mètres s'abattit immédiatement sur elle. Elle s'agrippa fermement à Reynolds et chercha l'hélicoptère du regard. Morrison planait à environ 15 mètres, luttant pour maintenir l'appareil stable dans le vent. « Santos, je suis à la surface. Lancez l'air de secours. » Une bouteille reliée à un long tuyau tomba dans l'eau, à côté de Sarah. Elle l'attrapa et la connecta rapidement à son détendeur. De l'air frais envahit ses poumons. « Capitaine, nous devons faire monter Reynolds dans l'hélicoptère immédiatement, » dit Shane à la radio. Son pouls s'affaiblit. Sarah regarda Reynolds. Son visage était bleu à cause du froid et du manque d'oxygène. Du sang coulait toujours de la coupure à sa tête. « Morrison, descendez l'hélicoptère aussi bas que possible. Je vais t'attacher le panier de sauvetage. » L'hélicoptère se rapprocha, mais les vagues continuaient à éloigner Sarah et Reynolds de l'appareil. Morrison faisait de son mieux, mais le vent le repoussait sans cesse. Santos descendit le panier de sauvetage à l'aide d'un câble. Sarah s'y agrippa, mais une vague la souleva puis la fit retomber de 4 mètres. Elle perdit prise. « Réessayez !» cria Sarah. Cette fois-ci, Sarah anticipa mieux les vagues. Lorsque la vague suivante la souleva, elle attrapa le panier et y tira rapidement Reynolds. « Il est en sécurité. Remontez-nous. » Le treuil de l'hélicoptère commença à les sortir de l'eau. Mais à 3 mètres au-dessus des vagues, le vent s'engouffra dans le panier et le fit tourner en rond. « Morrison, le panier tourne de manière incontrôlable. »« Je le vois, capitaine. » J'essaie de compenser. Sarah tenait Reynolds d'une main et le panier de l'autre. La rotation la rendait malade, mais elle ne pouvait lâcher ni l'un ni l'autre. À 6 mètres au-dessus de l'eau, la rotation s'arrêta. Santos et Shane attendaient à la porte de l'hélicoptère pour les hisser à bord. « Je vous tiens, capitaine. » Santos attrapa le panier et aida à le hisser dans l'appareil. Sarah s'effondra sur le sol de l'hélicoptère, épuisée par le froid et l'effort du sauvetage. Shane se mit immédiatement à s'occuper de Reynolds. « Son pouls est faible et sa température corporelle est dangereusement basse », rapporta Shane.
Nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital. La voix de Morrison retentit dans l'interphone. Le vol médical vers le centre médical Arbor View prendra 18 minutes. Comment va-t-il? Chen enveloppait Reynolds dans des couvertures chauffantes et commençait à lui poser une perfusion. Il est inconscient et en hypothermie. Il souffre peut-être d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie interne. Ça va être juste. Sarah s'assit et regarda Reynolds. Même inconscient et blessé, elle voyait qu'il était un homme fort. Quelqu'un qui était resté derrière pour s'assurer que son équipage s'échappe en toute sécurité. Santos, tous les autres membres de l'équipage s'en sont-ils sortis? Oui, madame. Les autres canaux de sauvetage ont été récupérés par un cargo il y a environ 1 heure. 41 marins sont sains et saufs. Sarah ressentit un immense soulagement. La mission avait été un succès. Reynolds était vivant et tout son équipage avait été sauvé. Capitaine, dit Chen, j'ai besoin de votre aide pour surveiller ces signes vitaux pendant le vol. Vous en savez plus que quiconque sur les traumatismes liés au sauvetage en mer. Sarah s'approcha de Reynolds et posa ses doigts sur son poignet pour vérifier son pouls. Il était faible mais régulier. En tenant son poignet, elle remarqua que sa main était chaude malgré tout ce qu'il avait enduré. Pendant un instant, Reynolds ouvrit les yeux et regarda Sarah droit dans les yeux. Même s'il était à peine conscient, elle pouvait voir l'intelligence et la force dans son regard. « Merci », murmura-t-il si doucement que seule Sarah pouvait l'entendre. Puis ses yeux se refermèrent et il perdit connaissance. L'hélicoptère traversa la tempête en direction du centre médical Arbor View. Chen s'occupait de Reynolds tandis que Sarah surveillait sa respiration. Son pouls devenait plus fort, ce qui était bon signe. Morrison, combien de temps avant d'arriver à l'hôpital? Demanda Sarah. 12 minutes, capitaine. L'équipe médicale est prête pour une intervention chirurgicale immédiate. Sarah baissa les yeux vers Reynolds. Son visage n'était plus bleu et le saignement de sa blessure à la tête s'était arrêté. Chen avait fait un excellent travail pour le stabiliser pendant le vol. Chen, quel est son état actuel? Sa température corporelle remonte lentement. Sa tension artérielle est basse mais stable. Il souffre certainement d'une commotion cérébrale, voire pire. Les médecins devront effectuer des scanners cérébraux pour vérifier s'il y a des hémorragies internes. Reynolds rouvrit les yeux et cette fois, il resta conscient. Il semblait désorienté et tenta de s'asseoir. « Doucement, commandant », dit Sarah en posant doucement sa main sur son épaule. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous vous emmenons à l'hôpital. »« Mon équipage ?» demanda Reynolds faiblement. « Tout le monde est sain et sauf. 41 marins ont été secourus par d'autres navires. Vous êtes resté derrière pour vous assurer que tout le monde quitte le navire, n'est-ce pas ?» Reynolds acquiesça légèrement. « C'est la responsabilité du capitaine. On ne laisse jamais ses hommes derrière soi. » Sarah voyait bien que, même blessé et épuisé, Reynolds pensait d'abord à son équipage. Cela lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le genre de leader qu'il était. « Commandant, je suis le capitaine Sarah Mitchell, des gardes-côtes. Mon équipe et moi vous avons sorti de la passerelle. » Reynolds essaya de se concentrer sur son visage. « Vous êtes descendu sur le navire? Dans cette tempête? C'est notre travail. C'était extrêmement dangereux. Vous auriez pu mourir. » Sarah sourit. « Vous aussi. Mais vous êtes resté pour sauver votre équipage. Nous avons tous les deux fait notre travail. » La voix de Morrison retentit dans l'interphone. « La piste d'atterrissage de l'hôpital est en vue. L'équipe médicale vous attend. » À travers la vitre de l'hélicoptère, Sarah pouvait voir l'hôpital en contrebas. Les lumières d'urgence clignotaient et plusieurs personnes en uniforme médical se tenaient près d'un brancard. « Commandant, les médecins vont bien s'occuper de vous, » dit Sarah. « Vos blessures semblent graves, mais vous allez vous en sortir. » L'hélicoptère atterrit et l'équipe médicale prit immédiatement le relais. Ils transférèrent Reynolds de l'hélicoptère au brancard en moins de 30 secondes. « Quel est l'état du patient ?» demanda le médecin-chef. Chen lui fit un bref rapport. Homme, 34 ans, quasi-noyade, hypothermie, traumatisme crânien, possible lésion médulaire. Il est conscient depuis 10 minutes. Alors qu'ils emmenaient Reynolds à l'hôpital, il tourna la tête et regarda Sarah. « Capitaine Mitchell, dit-il. Merci de m'avoir sauvé la vie. » Puis les portes de l'hôpital se refermèrent, et il disparut. Sarah se tenait sur l'héliport de l'hôpital, toujours vêtue de sa combinaison de plongée mouillée. La tempête commençait à se calmer, mais elle était épuisée par le sauvetage. « Capitaine, dit Santos, nous devrions retourner à la base.
L'amiral Harrison se demande probablement où nous sommes. Sarah avait oublié qu'elle avait désobéi à l'ordre direct de Harrison. Elle allait probablement devoir faire face à de graves conséquences pour avoir lancé la mission de sauvetage sans autorisation. Santos, quoi qu'il m'arrive, je veux que vous sachiez que vous et Shen avez fait un travail remarquable aujourd'hui. Cet homme est en vie grâce à vos compétences. Nous avons tous fait notre travail, capitaine. Comme vous l'avez dit. Le vol de retour vers la station des gardes-côtes fut silencieux. Sarah savait qu'elle avait pris la bonne décision en tentant le sauvetage, mais elle savait aussi que la discipline militaire était importante. Elle avait désobéi à un ordre direct d'un officier supérieur. Lorsqu'ils atterrirent à la station, l'amiral Harrison les attendait. « Capitaine Mitchell, dans mon bureau. » Tout de suite. Sarah suivit Harrison dans son bureau et se mit au garde à vous. « Capitaine, vous avez désobéi à un ordre direct. Vous avez mis votre équipe et votre équipement en danger dans des conditions météorologiques qui dépassaient les limites de sécurité. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Sarah regarda Harrison droit dans les yeux. « Monsieur, nous avons sauvé 2 vies aujourd'hui. Le commandant Reynolds et le matelot Rodriguez sont tous 2 en vie parce que nous avons agi rapidement. Cela n'excuse pas votre insubordination, capitaine. Non, monsieur, en effet. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Santos et Shen n'ont fait que suivre mes ordres. » Harrison se dirigea vers la fenêtre et regarda l'océan. La tempête était presque terminée et le soleil commençait à percer les nuages. « Capitaine, je suis dans la garde côtière depuis 30 ans. J'ai vu de bons officiers prendre de mauvaises décisions, et j'ai vu de mauvais officiers prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, vous avez pris une décision qui aurait pu coûter la vie à tout le monde. » Sarah attendit qu'il continue. Cela a également sauvé 2 vies et démontré le type de leadership dont la garde côtière a besoin. Harrison se tourna vers Sarah. « Je vous recommande pour la médaille de la garde côtière. C'est la plus haute distinction que nous pouvons décerner pour un acte héroïque. » Sarah était sous le choc. « Monsieur, parfois, les bons leaders doivent faire des choix difficiles, capitaine. Aujourd'hui, vous avez fait le bon choix. » 3 jours après le sauvetage, Sarah reçut un appel téléphonique à la station des gardes-côtes. Il provenait du centre médical Harborview. « Capitaine Mitchell, ici le docteur Roberts. Je vous appelle au sujet du commandant Reynolds. Il a demandé à vous parler. » Sarah fut surprise. « Comment va-t-il, docteur ? » « Beaucoup mieux que prévu. Il n'a subi aucun dommage cérébral permanent et sa moelle épinière est intacte. Il se remettra complètement grâce à votre intervention rapide. Il devrait pouvoir reprendre ses fonctions dans environ 6 semaines. » Sarah se sentit soulagée. Elle s'était inquiétée pour Reynolds depuis qu'il l'avait emmené à l'hôpital. « Il aimerait vous voir si vous avez le temps de lui rendre visite, » poursuivit le docteur Roberts. « Je passerai cet après-midi. » Sarah se rendit à l'hôpital après avoir terminé son service. Elle trouva Reynolds dans une chambre privée au 4e étage. Il était assis dans son lit et semblait en bien meilleure forme que la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Capitaine Mitchell, » dit Reynolds lorsqu'elle entra. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Comment vous sentez-vous, commandant ? » « Comme si j'avais été renversé par un camion. Mais je suis en vie, grâce à vous. » Reynolds lui indiqua une chaise près de son lit. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je voulais vous remercier comme il se doit. » Sarah s'assit. « Vous m'avez déjà remercié. Vous ne me devez rien. Je vous dois la vie. Savez-vous ce que c'était que d'être coincé là-dessous, dans ce compartiment inondé ?» Sarah secoua la tête. « Je pensais que j'allais mourir. L'eau continuait de monter et je ne pouvais plus bouger mes jambes. Je n'arrêtais pas de penser à mon équipage, en espérant qu'ils avaient réussi à se mettre en sécurité. » Reynolds fit une pause. « Puis j'ai entendu votre voix et j'ai su que quelqu'un venait me chercher. N'importe quel nageur sauveteur de la garde côtière aurait fait la même chose. Non, capitaine. Je suis dans la marine depuis 12 ans, et je sais faire la différence entre une procédure standard et un acte qui va au-delà. Vous avez risqué votre vie dans des conditions que la plupart des gens n'auraient jamais osé affronter. » Sarah voyait bien que Reynolds était sérieux. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui disait que cette conversation était importante pour lui. « Commandant, vous êtes resté pour vous assurer que votre équipage s'échappe sain et sauf. Vous avez fait passer leur vie avant la vôtre. C'est le genre de leadership qui mérite le respect. Je ne faisais que mon travail. Moi aussi. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Sarah voyait bien que Reynolds réfléchissait à quelque chose. « Capitaine, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. » « Pourquoi avez-vous rejoint les gardes-côtes ?» Sarah réfléchit à sa réponse. « Quand j'avais 15 ans,
mon père a disparu en mer pendant une partie de pêche. Les gardes-côtes l'ont recherché pendant 3 jours malgré le mauvais temps, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Je me suis engagé parce que je voulais m'assurer que d'autres familles ne vivent pas ce que la mienne a vécu. Reynolds acquiesça. Je me suis engagé dans la marine parce que mon grand-père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il disait toujours que le service militaire consistait à protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. On dirait que nous avons des raisons similaires de porter l'uniforme. Oui, en effet. Reynolds regarda Sarah attentivement. Capitaine, j'espère que cela ne vous paraîtra pas déplacé, mais j'aimerais beaucoup vous inviter à dîner quand je sortirai de l'hôpital. En guise de remerciement. Sarah fut surprise par cette invitation. Elle n'avait jamais été invitée à dîner par quelqu'un qu'elle avait sauvé auparavant. Commandant, c'est très gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais j'aimerais vraiment faire la connaissance de la personne qui m'a sauvé la vie. En dehors de nos uniformes, je veux dire. Sarah regarda Reynolds. C'était clairement un homme bien, intelligent, dévoué à son équipage et assez courageux pour risquer sa vie pour les autres. Mais elle n'était jamais sortie avec un militaire auparavant. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Je serai là pendant encore une semaine si vous changez d'avis. Sarah se leva pour partir. Commandant, j'espère que votre convalescence se passe bien. La marine a besoin d'officiers comme vous. Les gardes-côtes ont aussi besoin d'officiers comme vous, capitaine. Alors que Sarah se dirigeait vers la porte, Reynolds l'appela. Capitaine Mitchell? Oui. Lorsque j'étais coincé sous l'eau, pensant que j'allais mourir, je me suis promis que si je survivais, je vivrais différemment. Je prendrais des risques et je ne laisserais pas passer les opportunités. Il fit une pause. Vous inviter à dîner, c'est tenir cette promesse. Sarah le regarda longuement. Il y avait quelque chose d'honnête et de direct dans sa façon de parler qui lui plaisait. D'accord, commandant. Un dîner. Reynolds sourit. Merci, capitaine. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Une semaine plus tard, Sarah reçut un appel du commandant Reynolds à l'hôpital. Capitaine Mitchell, je sors demain. Êtes-vous toujours intéressé par ce dîner? Sarah avait réfléchi à son invitation toute la semaine. Il y avait quelque chose chez Reynolds qui l'intriguait. Son dévouement envers son équipage, son honnêteté et la façon dont il avait géré son sauvetage. Oui, commandant. Je pense que j'aimerais beaucoup. Excellent. Il y a un restaurant appelé The Harbor View en centre-ville. Samedi à 7 heures? Je serai là. Le samedi soir, Sarah arriva au restaurant avec quelques minutes d'avance. Elle portait une simple robe bleue à la place de son uniforme. Lorsque Reynolds entra, elle faillit ne pas le reconnaître. Au lieu de son uniforme de marine, il portait un costume sombre et avait l'air complètement différent. « Capitaine Mitchell », dit-il en s'approchant de sa table. « Vous êtes magnifique. »« Merci. Et je vous en prie, appelez-moi Sarah. Nous ne sommes pas en service. »« Alors je suis Marcus. » Ils s'assirent et commandèrent leur dîner. La conversation commença par le travail, mais passa rapidement à des sujets plus personnels. « Sarah, parlez-moi de votre enfance à Washington, » dit Marcus. « Je suis né à Tacoma. Ma mère était infirmière et mon père pêcheur. Une famille assez typique du nord-ouest du Pacifique, jusqu'à ce que mon père décède. Cela a dû être difficile. Oui. Ma mère a dû travailler 2 fois plus pour subvenir à nos besoins. J'ai appris très tôt qu'il fallait parfois savoir se débrouiller seul. » Marcus acquiesça. « J'ai grandi à San Diego. Je viens d'une famille de militaires. Mon père était marine, mon grand-père était dans la marine. J'ai toujours su que je servirais mon pays d'une manière ou d'une autre. Avez-vous toujours voulu être commandant de navire? En fait, je voulais être pilote à l'origine. Mais j'ai découvert que j'avais le mal de mer dans les petits avions. » Marcus rit. C'est ironique, vu que je passe ma vie sur des navires. Sarah se surprit à apprécier la conversation. Marcus était intelligent et drôle, mais aussi sérieux dans ses responsabilités. Elle comprenait pourquoi son équipage le respectait. « Sarah, puis-je te poser une question personnelle? » Bien sûr. Quand tu étais sous l'eau, en train de me libérer de cette poutre métallique, à quoi pensais-tu? Sarah réfléchit. Honnêtement, je pensais au temps. Combien d'air il me restait, combien de temps cela prendrait pour couper, si je pourrais vous ramener à la surface en toute sécurité. Vous ne pensiez pas au danger. Je n'avais pas le temps de penser au danger. Vous aviez besoin d'aide, et j'étais la seule à pouvoir vous aider. Marcus la regarda sérieusement. Savez-vous à quoi je pensais? Quoi? Je pensais que je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. Même à demi conscient et blessé,
je voyais bien que tu risquais ta vie pour quelqu'un que tu n'avais jamais vu. Sarah se sentit mal à l'aise face à ces compliments. N'importe quel nageur sauveteur de la garde côtière aurait fait la même chose. Peut-être. Mais c'est toi qui l'as fait. Le serveur apporta leur dîner, mais aucun d'eux ne mangea beaucoup. Ils étaient trop absorbés par leur conversation. Marcus, comment c'est de commander un destroyer? C'est une énorme responsabilité. J'ai 250 marins sous mes ordres. Chaque décision que je prends a un impact sur leur vie et celle de leur famille. Il marqua une pause. C'est pour ça que je suis resté pendant l'évacuation. Je ne pouvais pas partir avant d'être sûr que tout le monde était en sécurité. Même si cela signifiait que vous risquiez de mourir? C'est ça, commandez, Sarah. Vos hommes passent avant tout, toujours. Sarah voyait bien que Marcus croyait sincèrement à ce qu'il disait. Ce n'était pas que des mots pour lui, c'était un code de conduite. Je comprends, dit Sarah. Dans les gardes-côtes, nous avons le même principe. La mission passe avant tout, mais votre équipe vient en deuxième, et vous en dernier. Exactement. Marcus tendit la main par-dessus la table et prit celle de Sarah. Je pense que c'est pour cela que je me sens si proche de vous. Nous comprenons les mêmes choses. Sarah sentit une étincelle lorsqu'il toucha sa main. Elle ne s'attendait pas à être attirée par Marcus, mais il y avait quelque chose en lui qui l'attirait. Sarah, je sais que cela peut paraître fou, mais j'ai l'impression que vous avoir rencontré a changé ma vie. Comment ça? Quand j'étais coincé sous l'eau, j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais jamais faites, à toutes les chances que je n'avais jamais saisies. J'ai réalisé que j'avais joué la carte de la sécurité toute ma vie. Et maintenant? Marcus sourit. Maintenant, je dîne avec la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et je ne vais pas laisser la peur m'empêcher de voir où cela nous mènera. Sarah le regarda dans les yeux et y vit de la sincérité et de la détermination. Elle prit une décision. Marcus, aimerais-tu faire une promenade le long du port après le dîner? J'adorerais ça. Après le dîner, Sarah et Marcus se promenèrent le long du front de mer de Seattle. La tempête de la semaine précédente n'était plus qu'un souvenir, et le port était calme et paisible. Sarah, j'ai quelque chose à te dire, dit Marcus alors qu'il s'arrêtait près d'un banc surplombant l'eau. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait des recherches sur le sauvetage. Je voulais comprendre exactement ce que toi et ton équipe avez traversé pour me sauver. Sarah était curieuse. Que as-tu découvert? J'ai parlé à des officiers de la garde côtière que je connais. Ils m'ont dit que ce que tu as fait était considéré comme presque impossible. Les conditions météorologiques, la profondeur de l'eau, la complexité du sauvetage. La plupart des experts ont dit que c'était impossible. Nous avons eu de la chance. Non, Sarah. La chance ne permet pas de couper des poutres en acier sous l'eau pendant une tempête. Seules les compétences et le courage permettent de le faire. Ils s'assirent sur le banc. Sarah voyait que Marcus réfléchissait attentivement à ce qu'il voulait dire. J'ai également appris que vous aviez désobéi à un ordre direct de votre amiral pour tenter le sauvetage. Sarah était surprise. Comment l'avez-vous appris? Les archives militaires. Les gardes-côtes ont tout documenté sur l'opération. Marcus se tourna vers elle. Sarah, vous avez risqué votre carrière pour me sauver la vie. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était de vous mettre, vous et Rodriguez, en sécurité. C'est important pour moi. Comprenez-vous ce que vous avez sacrifié pour quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré? Sarah repensa à cette journée. Elle se souvint de l'ordre de l'amiral Harrison, de sa décision de le désobéir et du vol en hélicoptère dans la tempête. Marcus, j'ai été formé pour sauver des vies en mer. Quand j'ai entendu cet appel à l'aide, je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Même si cela signifiait perdre votre carrière? Même dans ce cas. Marcus resta silencieux pendant un moment. Puis il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte. Sarah, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Marcus ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une médaille sur un ruban bleu. C'est ma médaille de la marine. Je l'ai reçue il y a 3 ans pour service exceptionnel. Je veux vous l'offrir. Sarah était stupéfaite. Marcus, je ne peux pas accepter ça. Tu l'as mérité. Et toi, tu as mérité quelque chose de bien plus grand. Tu as sauvé ma vie et celle de mon marin. Cette médaille représente le meilleur du service militaire, le courage, le sacrifice et le fait de faire passer les autres avant soi-même. Tu as démontré toutes ces qualités. Mais c'est ta médaille. Sarah, les biens matériels n'ont plus beaucoup d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est de reconnaître les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. Marcus sortit la médaille de la boîte. Me laisseriez-vous vous la remettre?
Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne l'avait jamais honorée d'une manière aussi personnelle. D'accord. Marcus se leva et épingla soigneusement la médaille sur sa robe. Capitaine Sarah Mitchell, pour votre héroïsme extraordinaire lors du sauvetage des survivants de l'USS Thunderbolt, je vous remets cette distinction en reconnaissance de votre courage et de votre sacrifice. Sarah baissa les yeux vers la médaille, puis regarda Marcus. Merci. Cela signifie plus pour moi que n'importe quelle récompense officielle. Tant mieux, parce que vous méritez de savoir à quel point vos actions ont compté. Ils se remirent en route, retournant vers le restaurant où Sarah avait garé sa voiture. Sarah, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Seriez-vous intéressée par une nouvelle rencontre? Pas seulement pour un dîner de remerciements, mais parce que j'aimerais vraiment mieux vous connaître. Sarah pensait exactement la même chose. Malgré leurs différences professionnelles, elle ressentait avec Marcus une connexion qu'elle n'avait jamais connue auparavant. J'aimerais beaucoup. Vraiment? Marcus, tu es l'un des hommes les plus honorables que j'ai jamais rencontrés. Tu es resté pour sauver ton équipage, tu t'es remis de blessures graves sans te plaindre, et tu viens de me donner l'un de tes biens les plus précieux. Oui, j'aimerais vraiment te revoir. Marcus sourit. J'espérais que tu dirais ça. Ils arrivèrent à la voiture de Sarah. Marcus lui ouvrit la porte, ce à quoi elle n'était pas habituée, mais qu'elle trouva attentionné. Sarah, je vais rester au port pendant encore 2 semaines, pendant que mon navire est en réparation. Je peux t'appeler demain? Je serais déçu si tu ne le faisais pas. Marcus se pencha et l'embrassa doucement sur la joue. Merci pour le dîner, et merci encore de m'avoir sauvé la vie. Alors que Sarah rentrait chez elle, elle toucha la médaille épinglée à sa robe. Elle pensa à combien sa vie avait changé en seulement une semaine. Elle était passée d'une mission routinière dans la garde côtière à la rencontre d'une personne qui pourrait devenir très importante pour elle. Pour la première fois depuis des années, Sarah était enthousiaste quant à l'avenir. Sarah était assise dans son bureau à la station de la garde côtière de San Francisco, examinant les rapports de sauvetage de la semaine précédente. À 36 ans, elle avait été promue major et était désormais commandante de la station de sauvetage la plus active de la côte ouest. Le téléphone sonna sur son bureau. Major Mitchell. Sarah, c'est Marcus. Sarah sourit en entendant sa voix. Même après 4 ans, son cœur battait encore un peu plus fort lorsque Marcus l'appelait. Bonjour, Marcus. Comment se passent les essais en mer? Marcus avait été promu capitaine et commandait désormais l'USS Résilience, un nouveau destroyer qui terminait sa période d'essai. Le navire fonctionne parfaitement. Nous devrions être prêts à être déployés le mois prochain. Marcus fit une pause. Sarah, j'ai quelque chose d'important à te demander. Qu'est-ce donc? J'ai réfléchi à notre relation, à ce que nous avons construit ensemble au cours de ces 4 années. Sarah et Marcus avaient maintenu leur relation malgré les défis liés à leur carrière militaire. Ils se voyaient dès que leurs obligations le leur permettaient et s'étaient rapprochés au fil des mois. Marcus, tu sembles sérieux. Tout va bien. Tout va très bien, en fait. C'est justement ce dont je voulais te parler. Marcus prit une profonde inspiration. Sarah, je t'aime. Je t'aime depuis notre premier dîner ensemble. Sarah sentit son cœur s'emballer. Il s'était dit « je t'aime » de nombreuses fois au fil des ans, mais cette conversation avait quelque chose de différent. Je t'aime aussi, Marcus. Tu le sais bien. Je sais. Et c'est pour ça que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Sarah se leva de sa chaise de bureau. Marcus, est-ce que tu es en train de dire ce que je pense? Sarah Mitchell, veux-tu m'épouser? Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait espéré que ce jour arriverait, mais entendre ces mots prononcés à voix haute la bouleversa. Marcus, oui. Bien sûr que oui. Vraiment? Tu veux m'épouser? Je ne peux imaginer rien d'autre que je désire plus. La voix de Marcus était pleine de joie. Sarah, j'ai la bague avec moi. J'espérais que nous pourrions nous retrouver quelque part pour que je puisse te demander en mariage comme il se doit. Où es-tu en ce moment? Je suis à San Diego, mais je peux venir en voiture jusqu'à San Francisco. Où nous pourrions nous retrouver quelque part entre les deux. Sarah réfléchit un instant. Marcus, tu te souviens où tu m'as proposé notre premier rendez-vous? Dans la chambre d'hôpital? Non, avant ça. Où nous sommes-nous vraiment rencontrés pour la première fois? Marcus resta silencieux un instant, puis répondit, sous l'eau. Sur le pont du USS Thunderbolt. C'est vrai. À 14 mètres sous la surface de l'océan Pacifique. Sarah, à quoi penses-tu? Je pense que c'est là que tu devrais me demander en mariage comme il se doit. Sous l'eau? Sarah, c'est impossible. Vraiment?
Tu as appris à plonger au cours des 2 dernières années. Je suis maître de plongée certifié. Nous pourrions louer un bateau, nous rendre sur le site où le Thunderbolt a coulé, et tu pourrais me demander en mariage là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Sarah, c'est peut-être l'idée la plus romantique et la plus folle que j'ai jamais entendue. Alors tu le feras. Pour toi, je ferai tout ce que tu veux. Sarah sentit l'excitation monter en elle. Marcus, tu peux prendre congé le week-end prochain? Je vais m'en occuper. Sarah, tu es sûr de toi? Faire ta demande sous l'eau, ça peut mal tourner de 1000 façons différentes. Marcus, tu es resté sur un bateau en train de couler pour sauver ton équipage. J'ai désobéi à des ordres directs pour te sauver la vie. Je pense qu'on peut gérer une demande en mariage sous l'eau. Marcus rit. Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Allons-y. Vraiment? Sarah, tu m'as sauvé la vie dans ces eaux. Si tu veux que je te fasse ma demande là où notre histoire a commencé, c'est exactement ce que je vais faire. Sarah se rassit sur sa chaise, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Marcus, je peux m'occuper de louer un bateau de plongée et tout l'équipement nécessaire. Tu n'as qu'à apporter la bague. La bague est étanche, ne t'inquiète pas. Je l'ai fait faire spécialement. Tu as fait faire une bague de fiançailles étanche? Sarah, je suis tombé amoureux d'une nageuse sauveteuse de la garde côtière qui sauve des gens sous l'eau pour gagner sa vie. Je me suis dit qu'une bague étanche était probablement un bon investissement. Sarah se mit à rire. Marcus, c'est peut-être la chose la plus pratique et la plus romantique qu'on m'ait jamais dite. Attends de voir la demande en mariage que j'ai prévue. Le samedi suivant, Sarah et Marcus se sont retrouvés à la marina de Monterey. Sarah avait réservé un bateau de plongée et tout l'équipement nécessaire. Marcus est arrivé avec un petit conteneur étanche. « C'est la bague ?» a demandé Sarah. « Oui. Elle a été spécialement conçue pour les demandes en mariage sous l'eau. » Marcus lui a montré le conteneur. Le bijoutier m'a pris pour un fou quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Que lui as-tu dit? Que je demandais en mariage une femme qui avait littéralement tenu ma vie entre ses mains à 14 mètres sous l'eau, et que seule une demande en mariage sous l'eau serait digne d'elle. Sarah sentit son cœur fondre. Marcus, tu n'as pas besoin de faire tout ça. J'aurais dit oui même si tu m'avais demandé en mariage sur un parking. Je sais, mais tu mérites quelque chose de spécial. Quelque chose qui honore la façon dont nous nous sommes rencontrés et ce que nous avons traversé ensemble. Le capitaine du bateau les aida à charger leur équipement de plongée. Sarah avait choisi un endroit à environ 3 km du rivage, juste au-dessus de l'endroit où l'USS Thunderbolt avait coulé 4 ans plus tôt. « Tu es nerveux ?» demanda Sarah alors qu'ils enfilaient leur combinaison de plongée. « Terrifié », admit Marcus. « Pas à propos de la plongée, mais à propos de ma capacité à être à la hauteur de ce moment. » Marcus, parle simplement avec ton cœur. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils effectuèrent leur vérification de sécurité et passèrent en revue leur plan de plongée. L'eau était beaucoup plus calme qu'il y a 4 ans et la visibilité était bonne. « Prêt ?» demanda Sarah. « Prêt. » Ils se laissèrent rouler en arrière depuis le bateau et plongèrent dans l'océan Pacifique. À 14 mètres de profondeur, ils pouvaient voir les restes de l'USS Thunderbolt au fond de l'océan. Le navire était désormais recouvert de végétation marine, mais Sarah pouvait encore identifier le pont où elle avait trouvé Marcus. Marcus nagea jusqu'à l'endroit exact où il avait été coincé sous la poutre métallique. Sarah le suivit, se souvenant de cette mission de sauvetage désespérée qui avait changé leur vie. Marcus sortit une ardoise étanche et écrivit « C'est ici que ma vie a vraiment commencé. » Sarah répondit « La mienne aussi. » Marcus prit le conteneur étanche et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague en diamant. Même à 45 pieds sous l'eau, elle scintillait à la lumière tamisée du soleil. Marcus écrivit sur son ardoise « Sarah Mitchell, tu m'as sauvé la vie à cet endroit précis il y a 4 ans. » Sarah lut le message et acquiesça. Marcus écrivit encore « Tu m'as appris ce qu'est le vrai courage. Tu m'as montré que l'amour, c'est faire passer la vie de quelqu'un d'autre avant la sienne. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux, même sous l'eau. Le dernier message de Marcus disait « Veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de ton amour ?» Sarah regarda la bague, puis Marcus. À travers son masque de plongée, elle pouvait voir la même intelligence et la même force qui l'avaient impressionné 4 ans auparavant, mais maintenant, elle y voyait aussi un amour profond. Sarah écrivit sur sa tablette « Oui ». Marcus glissa délicatement la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, et Sarah voyait qu'il avait longuement réfléchi avant de la choisir. Ils s'embrassèrent sous l'eau, à 14 mètres de profondeur,
à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Sarah n'aurait jamais imaginé qu'une demande en mariage puisse être aussi significative. Marcus écrivit un dernier message, « Je t'aime, Sarah. Merci de m'avoir sauvé la vie à tous les égards. » Sarah répondit, « Je t'aime aussi. Merci de m'avoir montré ce que signifie trouver l'âme sœur. » Ils remontèrent lentement à la surface, en suivant les procédures de décompression appropriées. Lorsque leurs têtes émergèrent de l'eau, Sarah prit immédiatement la parole. « Marcus, c'était la demande en mariage la plus incroyable de l'histoire. »« Vraiment? Tu as aimé? » ?»« Si j'ai aimé, c'était parfait. Cela rendait hommage à notre histoire. C'était romantique et cela nous ressemblait parfaitement. » Ils nagèrent jusqu'au bateau, où le capitaine les aida à monter à bord. « Comment ça s'est passé ?» demanda le capitaine. Sarah leva la main gauche pour montrer la bague. « Tout s'est parfaitement passé. »« Félicitations. C'est la première demande en mariage sous-marine à laquelle j'assiste. » Alors qu'ils retournaient vers le rivage, Sarah et Marcus s'assirent ensemble sur le banc du bateau, toujours vêtus de leur combinaison de plongée. « Marcus, j'ai une question à te poser. »« Laquelle ? » ?»« Depuis combien de temps avais-tu prévu cela ? » ?»« Honnêtement, depuis notre deuxième rendez-vous. J'ai su dès lors que je voulais passer ma vie avec toi. Il m'a simplement fallu 4 ans pour trouver le courage de te le demander. » Sarah s'est appuyée contre l'épaule de Marcus. « Eh bien, cela valait la peine d'attendre. Sarah, je te promets que tu ne t'ennuieras jamais avec moi. » « J'espère bien. J'ai hâte de vivre toute une vie d'aventure avec toi. » Au cours des 2 années suivantes, Sarah et Marcus organisèrent leur mariage tout en menant leur carrière militaire exigeante. Sarah resta en poste à San Francisco, tandis que Marcus fut déployé dans diverses missions à travers le Pacifique. Ils se voyaient dès que possible pendant leur congé, et leur relation s'est renforcée malgré la distance. Marcus s'est perfectionné en plongée afin de mieux comprendre l'univers de Sarah, tandis que Sarah accompagnait Marcus lors de visites de base afin de comprendre les opérations navales. « Sarah, j'ai une nouvelle à t'annoncer », a déclaré Marcus lors d'un de leurs appels téléphoniques. « La marine m'assigne à un poste permanent à terre à la base navale de San Diego. Je serai instructeur au Naval War College. » Sarah était ravie. « Marcus, c'est merveilleux. Nous pourrons enfin nous voir régulièrement. » « Il y a mieux. J'ai parlé à ton amiral Harrison, et il a accepté de recommander ton transfert à la station de la garde côtière de San Diego. Nous pourrions être tous les 2 affectés dans la même ville. » « Tu as parlé à l'amiral Harrison ? Comment s'est passée cette conversation ? » Marcus rit. « Il m'a dit que tout homme assez courageux pour t'épouser méritait son respect. Puis il a ajouté qu'il serait ravi de t'aider à organiser ton transfert. » Je n'arrive pas à croire que Harrison ait dit ça. Sarah, tout le monde sait quel genre d'officier tu es. Tu as sauvé des dizaines de vies au cours des 6 dernières années. Les gardes-côtes seraient fous de ne pas approuver toute affectation qui te rendrait heureuse. 6 mois plus tard, les 2 transferts ont été approuvés. Sarah a été promue lieutenant-colonel et affectée à la station des gardes-côtes de San Diego. Marcus a pris ses nouvelles fonctions d'instructeur. Pour la première fois depuis le début de leur relation, ils pouvaient se voir tous les jours. Ils ont trouvé une petite maison près de la plage et ont emménagé ensemble. « Marcus, c'est presque trop beau pour être vrai, » dit Sarah un soir alors qu'ils se promenaient sur la plage près de chez eux. « Que veux-tu dire ? Nous avons tous les 2 un travail que nous aimons. Nous vivons dans la même ville et nous nous réveillons ensemble tous les matins. Après des années de relations à distance, j'ai l'impression de vivre un rêve. » Marcus s'arrêta de marcher et prit les mains de Sarah. « Sarah, sais-tu ce que j'ai appris sur toi au cours de ces 2 dernières années ? » « Quoi ? Tu n'es pas seulement la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu es aussi la plus gentille, la plus intelligente et la plus dévouée à améliorer la vie des autres. Marcus, tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça. » « Si, je dois le dire. Parce que je veux que tu comprennes pourquoi je t'aime autant. » Marcus la regarda dans les yeux. « Quand j'étais coincé sous l'eau, j'ai cru que ma vie était finie. Mais tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu m'as donné une raison de mieux la vivre. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu as fait la même chose pour moi. Avant de te rencontrer, je ne pensais qu'au travail. Tu m'as appris que je pouvais avoir une carrière et une vie personnelle. Sarah, j'ai quelque chose à te demander. »« Quoi ? Je sais que nous avons prévu un grand mariage, mais que dirais-tu de nous marier plus tôt ? Juste nous 2, dans un endroit simple ?» Sarah fut surprise. « Qu'est-ce qui t'a donné cette idée ? Je ne veux plus attendre pour t'appeler ma femme. Nous avons déjà traversé plus d'épreuves que la plupart des couples mariés au cours d'une vie. Pourquoi attendre une grande cérémonie ? » Sarah y réfléchit.
Ils étaient fiancés depuis 8 mois et avaient initialement prévu un grand mariage militaire. Marcus et nos familles, nos amis, l'amiral Harrison avait prévu de me conduire à l'hôtel. Nous pourrons organiser une grande fête plus tard. Mais pour l'instant, je veux juste t'épouser. Sarah regarda les vagues déferler sur la plage. C'était ici, dans ces mêmes eaux, que leur histoire avait commencé. D'accord. Allons-y. Vraiment? Marcus, tu as raison. Nous n'avons pas besoin d'une grande cérémonie pour officialiser notre engagement. Marions-nous la semaine prochaine. Marcus souleva Sarah et la fit tournoyer. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux que l'amiral Harrison célèbre la cérémonie. Il a été comme un père pour moi, surtout après avoir soutenu notre relation. Je pense que cela peut s'arranger. Harrison m'apprécie maintenant, surtout depuis que je te rends heureuse. Sarah rit. Comment sais-tu que je te rends heureuse? Parce que tu souris plus maintenant que lorsque je t'ai rencontré pour la première fois. Marcus, je souris parce que j'ai trouvé quelqu'un qui comprend ce que signifie faire passer le service avant soi-même, mais qui sait aussi que l'amour donne un sens au service. C'est ta façon de dire que je suis bon pour toi. C'est ma façon de dire que tu es parfait pour moi. Une semaine plus tard, Sarah et Marcus se tenaient sur la plage près de leur maison au coucher du soleil. L'amiral Harrison avait accepté de célébrer la cérémonie, et un petit groupe de leurs amis les plus proches de la garde côtière et de la marine était présent. Sarah portait une robe blanche simple, et Marcus portait son uniforme de marine. Les alliances qu'ils avaient choisies étaient faites du même type d'acier que celui utilisé dans les vedettes de la garde côtière et les destroyers de la marine. Avant de commencer, dit l'amiral Harrison au petit groupe, je voudrais vous parler de ces deux personnes. Il y a 6 ans, le lieutenant-colonel Mitchell a désobéi à mon ordre direct pour tenter un sauvetage que je pensais impossible. Sarah serra la main de Marcus, tandis que Harrison poursuivait. Ce jour-là, j'ai appris que parfois, les meilleurs leaders sont ceux qui savent quand enfreindre les règles. Sarah a sauvé la vie du capitaine Reynolds, mais surtout, elle nous a montré à tous ce qu'est le vrai courage. Marcus regarda Sarah avec fierté et amour. Capitaine Reynolds, quand j'ai appris que vous vouliez épouser mon officier, je ne savais pas trop quoi penser. Mais au fil des ans, j'ai observé la façon dont vous traitez Sarah, et j'ai vu à quel point vous la rendez heureuse. Tout homme capable de faire sourire Sarah Mitchell, comme vous le faites à toute mon approbation. Harrison ouvrit son livre de cérémonie. Sarah et Marcus, vous m'avez demandé de célébrer une cérémonie simple, je vais donc être bref. Vous vous êtes rencontrés dans les circonstances les plus dangereuses et vous avez construit une relation basée sur le respect mutuel, des valeurs communes et un amour profond. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux, tandis que Harrison poursuivait. Marcus, promettez-vous d'aimer Sarah, de soutenir sa carrière et de rester à ses côtés quoi que la vie vous réserve. Je le promets, répondit Marcus clairement. Sarah, promettez-vous d'aimer Marcus, de soutenir son travail et de construire une vie ensemble basée sur la confiance et le partenariat. Je le promets, répondit Sarah. Les alliances, s'il vous plaît. Santos, qui était le témoin, tendit l'alliance de Sarah à Marcus. Chen, qui était la demoiselle d'honneur, tendit l'alliance de Marcus à Sarah. Marcus, passez l'alliance au doigt de Sarah et répétez après moi. Avec cette alliance, je promets de t'aimer pour le reste de ma vie. Marcus glissa l'alliance au doigt de Sarah. Avec cette alliance, je promets de t'aimer pour le reste de ma vie. Sarah, passez la bague au doigt de Marcus et répétez. Avec cette bague, je promets d'être votre partenaire dans tout. Sarah passa la bague au doigt de Marcus. Avec cette bague, je promets d'être votre partenaire dans tout. L'amiral Harrison sourit. Par le pouvoir qui m'est conféré par la garde côtière des États-Unis, je vous déclare maintenant mari et femme. Marcus, vous pouvez embrasser votre épouse. Marcus et Sarah s'embrassèrent sous les applaudissements de leurs amis. Le soleil se couchait sur l'océan Pacifique, peignant le ciel de magnifiques couleurs. Mesdames et messieurs, annonça Harrison, je vous présente le capitaine et madame Marcus Reynolds. Après la cérémonie, le petit groupe partagea un dîner dans un restaurant voisin. On raconta des anecdotes sur les missions de sauvetage de Sarah et le service naval de Marcus. Sarah, dit Santos pendant le dîner, tu te souviens quand tu as sauté de cet hélicoptère dans des vagues de 7 mètres? J'ai cru que tu avais perdu la tête. Je l'ai cru aussi, répondit Sarah en riant. Mais tout s'est bien passé. Mieux que bien, ajouta Marcus. Ça nous a réunis. Plus tard dans la soirée, Sarah et Marcus se promenèrent seuls sur la plage où ils venaient de se marier. Madame Reynolds, dit Marcus, comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes mariée? Je me sens parfaitement bien, capitaine Reynolds. Et vous,
Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes marié à une officière de la garde côtière? Je me sens comme si c'était le plus beau jour de ma vie. Ils s'arrêtèrent de marcher et regardèrent l'océan. Les mêmes eaux qui avaient failli tuer Marcus les avaient réunis et leur avaient offert une histoire d'amour unique. Marcus, penses-tu parfois à ce qui se serait passé si je n'avais pas désobéi à l'ordre de l'amiral Harrison ce jour-là? Tous les jours, répondit Marcus. Mais j'ai appris à ne pas m'attarder sur ce qui aurait pu être. Au lieu de cela, je me concentre sur ce que j'ai et j'en suis reconnaissant. Et qu'est-ce que c'est? Une femme qui m'a littéralement sauvé la vie, qui me pousse à m'améliorer chaque jour et qui m'aime malgré tous mes défauts. Sarah se blottit contre l'épaule de Marcus. Je t'aime pour ce que tu es, pas malgré quoi que ce soit. Tu es l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Sarah, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? J'ai été muté à un nouveau poste. La marine veut que je participe à la conception de nouveaux protocoles de sauvetage basés sur les enseignements tirés de l'incident du Thunderbolt. C'est formidable, Marcus. Ton expérience pourrait t'aider à sauver la vie d'autres marins. C'est ce que je pensais aussi. Et le mieux, c'est que je vais travailler avec les gardes-côtes sur des exercices d'entraînement conjoint. Sarah sourit. Alors nous allons travailler ensemble sur le plan professionnel? Parfois. Est-ce que cela te pose un problème? Marcus, je t'ai épousé parce que tu comprends ce que signifie le service. Travailler ensemble pour sauver des vies me semble être la meilleure façon de mener notre carrière. Ils retournèrent chez eux, main dans la main, comme mari et femme. Leur histoire d'amour avait commencé dans les profondeurs de l'océan lors d'un sauvetage périlleux, et elle allait maintenant se poursuivre alors qu'ils construisaient ensemble une vie consacrée au service des autres. Alors qu'ils arrivaient devant leur porte d'entrée, Sarah se tourna une dernière fois vers Marcus. « Merci d'être resté pour sauver ton équipage ce jour-là. Si tu n'avais pas été le genre d'homme à faire passer les autres avant toi, je ne serais jamais tombée amoureuse de toi. Merci d'avoir eu le courage de venir me chercher. Tu m'as rendu plus que ma vie, tu m'as donné une raison de la vivre. »